Bonjour et bienvenue au Café Tricot. Dans cet épisode, j'accueille Cécile, alias La Féfile. Nous allons parler d'elle, de teinture et de laine, bien sûr. On va parler avec elle de tout ça dans cet épisode. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Sans transition, voici donc ma conversation avec La Féfile. Eh bien, bienvenue Cécile au Café Tricot. Merci. Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter pour commencer aux Alors, triconautes qui peut-être ne te connaîtraient pas? alors oui, bonjour à tous. Je m'appelle Cécile, alias La Féfile. Je tricote depuis maintenant plusieurs années. J'ai commencé à tricoter quand j'étais toute jeune avec ma grand-mère qui m'a appris à tricoter. Et Mhm. puis j'ai repris quelques années plus tard et je me suis lancée dans la teinture un peu par hasard en 2014. Mhm. Et voilà, et depuis, j'ai pas arrêté de teindre et c'est devenu maintenant mon activité principale. Donc, j'ai ma boutique en ligne et mon atelier qui est ouvert de temps en temps au public et je participe au salon quand il y a des salons ou des événements autour de la laine. Voilà. Ok. Du coup, depuis 2014, tu teins, tu tricotes depuis plus longtemps. Déjà pour commencer, pourquoi le tricot? Déjà. Parce que Alors, c'est par pourquoi le là que tu es tricot? arrivée. Oui, c'est ça. C'est la base de tout, c'est le tricot. Alors, le tricot, j'ai en fait eu la chance d'avoir une grand-mère très manuelle. Donc, on avait, avec ma sœur, découvert pas mal d'activités manuelles, justement, comme le point de croix, comme le tricot, comme un peu la couture aussi. Et je sais pas, c'est le tricot qui m'a attirée plus que le reste. Et j'ai commencé par tricoter une écharpe toute bête au point mousse, comme sans doute beaucoup de tricoteuses ou tricoteurs ont commencé par là. Et en fait, j'ai tricoté avec ma grand-mère. C'est elle qui m'a appris à monter les mailles. Enfin, elle montait les mailles pour moi et ensuite, je tricotais. Et la petite histoire drôle à ce sujet-là, c'est que j'avais tricoté une écharpe et en fait, il y avait plein de trous. J'étais toute petite, donc c'était difficile d'avoir quelque chose de régulier. Donc, il y avait effectivement plein de trous et des décalages, enfin, des mailles en moins, des mailles en trop sur les rangs. Et en fait, quand j'allais me coucher le lendemain matin, ma grand-mère avait tout détricoté et retricoté et j'avais une écharpe toute droite. Donc, c'était un peu la magie du tricot à ce moment-là. Trop Et voilà, bien. donc c'est la petite histoire drôle. Mais bon, après, maintenant, j'ai réussi à faire des écharpes plus droites. Maintenant, ça va, je maîtrise. La petite souris, en fait, qui détricotait la nuit. Oui, c'est ça. Bah, c'était la petite grand-mère, mais, mais oui, c'était ça l'idée, oui. J'adore l'idée. Et du coup, tu as continué le tricot petite, après, tu as continué sans arrêt après? Alors, non, non, je fais une grande pause tricot parce que je suis aussi musicienne et donc je me suis consacrée ensuite beaucoup à la musique. Donc, j'ai Mhm. tricoté vraiment juste pendant les vacances quand j'étais chez ma grand-mère, les vacances scolaires. Donc, j'ai fait peut-être deux, trois écharpes pour mes poupées, voilà. Mais rien d'extraordinaire à ce moment-là. Et en fait, j'ai repris le tricot beaucoup plus tard quand j'ai passé mon prix du conservatoire. En Mhm. fait, en préparant le prix, il y avait beaucoup de travail enfin pour justement travailler mon instrument et voilà. Et je me suis dit bon voilà, là on arrive à une semaine du prix, il faut peut-être changer un peu d'activité, il faut que laisser les choses se poser un peu. Et du coup je me suis dit bah, je vais faire des pompons. Et donc j'ai commencé par refaire des pompons avec des bouts de laine qui traînaient chez moi. Et puis en fait après je me suis dit tiens, et pourquoi je ne ferais pas un truc avec la laine, peut-être un projet, un pull ou une écharpe ou un châle. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai recommencé en allant dans une petite boutique fil d'art qui était à côté de chez moi. Et du coup, j'ai recommencé à tricoter un peu des projets qui n'étaient pas forcément adaptés à ma taille ou voilà, mais c'était la redécouverte du tricot. Et puis maintenant, j'ai quand même une grande collection de pulls et de châles et voilà, de tout, plein d'accessoires tricotés. Voilà. Ok. Et du coup, la teinture 2014, du coup, tu étais Ouais. diplômée, je suppose? Oui, 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 j'étais diplômée, enseignante aussi, du coup, dans la musique. Ouais, ouais, ouais. Et ça s'est Et fait un petit dis-nous peu comment ça par s'est hasard. fait, justement. Oui, donc en fait, enfin, avec le tricot, quand j'ai recommencé le tricot, j'ai du coup fait un blog de tricot. J'ai aussi créé un profil Instagram et un profil Facebook. Et en fait, on s'est rencontrés avec plusieurs qui sont maintenant des amis de tricot. Et à l'époque, on se faisait des tricotés à Paris. Donc, on se retrouvait
dans des salons de thé ou dans les parcs quand il faisait beau et on tricotait ensemble le week-end et c'était très très chouette. C'était toute une découverte d'un monde complètement inconnu et je pense qu'on était tous contents de pouvoir partager notre passion avec d'autres passionnés du coup. Et en fait, donc on s'est retrouvés plusieurs fois et moi je tricotais à cette époque-là des laines assez industrielles. Enfin voilà, des laines quand même naturelles, mais plutôt industrielles. Et on avait vu une fois un écheveau de laine teinte à la main et ça me semblait comme un truc incroyable et inaccessible pour moi parce que je me disais, mais jamais j'oserais tricoter ça. Et parce que c'est trop beau et que je ne sais pas quoi en faire et j'ose pas et j'ai peur de rater. Et voilà. Et à ce moment-là, mes amis du coup de tricot m'ont dit, bah, t'as qu'à essayer. T'as qu'à essayer de te lancer et de teindre et puis tu verras ce que ça donne. Et donc, je suis rentrée chez moi, j'ai trouvé un reste de laine blanche que j'avais en stock. J'avais des petits colorants alimentaires vainés là, dont on sert pour faire la pâtisserie, les gâteaux, etc. Oui. Et j'ai commencé comme ça, donc dans ma toute petite cuisine. Et ça a pris beaucoup de place, de plus en plus de place. Et en fait, j'ai commencé, je rentrais du boulot, je rentrais de mes cours, je reteignais des écheveaux. Et voilà. Et en fait, ça s'est jamais arrêté depuis. Et j'avais besoin toujours de créer de nouvelles couleurs, d'essayer des trucs, des nouvelles techniques pour avoir des rendus différents. Et en fait, je pense que je suis tombée dans la marmite, si on peut dire à ce moment-là. Et du Sans coup, j'ai mauvais pas jeu de du tout. mots. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai pas arrêté depuis. Et c'est toujours un plaisir de créer de nouvelles couleurs et de tester des choses nouvelles. Et voilà. Bah alors justement, j'ai plein de questions sur la teinture. Bah, forcément, toi, c'est quoi ta technique de teinture? Il existe plusieurs techniques, la teinture végétale, la teinture à l'acide. Ouais. Alors moi, j'utilise vraiment des pigments acides en fait, Mhm. parce que c'est ce qui m'amuse le plus en termes de création de couleurs. Et je sais aussi que du coup, je peux avoir des coloris qui sont reproductibles, même Mhm. si en vérité, on sait que dans la teinture à la main, c'est ça aussi un peu la surprise, c'est qu'on a toujours une petite différence et que chaque écheveau est unique. Et même dans un même bain de peinture, on va jamais avoir exactement la même chose. Et c'est ça qui rend justement le tricot de la laine teinte à la main intéressant, je trouve. C'est d'avoir quelque chose que personne d'autre va avoir, même si c'est une autre couleur, enfin, même si c'est la même couleur, justement, le rendu va pas être forcément exactement le même. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré, moi, partir sur les teintures acides. Et puis, en partant de colorants alimentaires, c'était aussi la méthode enfin, la transition qui, pour moi, était la plus facile. Mhm. Et c'est vrai que je ne me suis pas du tout lancée dans la teinture avec des plantes naturelles comme fait par exemple Thalie de By Night qui fait ça super bien. Et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui m'attire directement. Peut-être que j'essaierai à l'occasion, mais je pense que c'est vraiment tout un autre processus et toute une autre façon d'appréhender les choses. Et voilà, moi en tout cas, je m'amuse comme ça à créer des couleurs avec mes petits pigments. Et voilà, Ça pour te l'instant, convient. ça me va comme ça. Oui, exactement. C'est vrai qu'en plus, les pigments acides, enfin, c'est vrai que quand même, Nathalie, elle arrive à avoir des couleurs vraiment éclatantes, mais je trouve toujours que les teintures à l'acide font vraiment des couleurs extrêmement, extrêmement lumineuses. Peut-être que c'est ta technique aussi, la façon dont tu teins, peut-être que c'est les photos aussi qui rendent ça comme ça. Mais Peut-être. à chaque fois que je vois tes photos, je me dis, waouh, c'est quand même vachement lumineux, c'est super lumineux comme couleur. Ouais, c'est gentil, merci. Euh, du coup, pour la création de couleurs, justement, comment ça se passe Ouais. pour toi? Tu vois une couleur et tu vas essayer de la reproduire, tu vas faire des tests, et bien sûr en notant la recette. Ouais, Euh, alors je note Qu'est-ce pas qui toujours la t'inspire? recette, justement. Il y a des fois où il y a des coloris qui font un peu ce qu'ils veulent. Soit c'est moi qui me dis, allez, je vais tester un truc. Et puis, je suis pas forcément convaincue. Donc, du coup, je le note pas ou je me dis, je le reproduirai pas. Ou alors, juste, je laisse voilà, les choses se faire. Et puis, je me dis, ah, c'est pas mal. Et du coup, si ça me plaît, bah, je me dis, ah mince, je l'avais pas noté, c'est un peu dommage. Voilà, mais en général, non, soit je pars de quelque chose que j'ai vu croiser, une photo, une couleur dans la rue. Enfin, il y a tellement de sources d'inspiration possibles pour les couleurs que du coup, je peux pas te dire si mon inspiration vient de là ou pas. Mais des fois, c'est une demande de clients qui me disent, bon, ben voilà, par exemple, j'ai une couleur qui s'appelle l'auréline, c'est un bleu assez pétant, justement, et c'était une cliente qui était venue sur un salon et qui m'avait dit, voilà, je vais me marier dans quelques mois. Mon
mon mari va avoir un nœud papillon bleu avec des petits pois blancs. Je m'en souviens bien. Je crois que c'était le premier salon que j'avais fait à Paris d'ailleurs. Et elle m'a dit, je voudrais me tricoter un châle avec justement cette couleur. Est-ce que c'est possible de la créer? Et du coup, j'ai créé le bleu Laureline et elle avait tricoté son châle avec ce bleu-là. D'ailleurs, peut-être qu'elle écoutera le café tricot, mais en tout cas, voilà, c'est la petite histoire sympa. Mais sinon, après, il y a aussi des envies de couleurs que j'ai, moi. Par exemple, voilà, là, j'ai encore pour projet de faire si je rate, du coup, ça serait un peu dommage, mais je vais tenter de réussir, de faire une espèce de brique un peu. C'est difficile à décrire, mais voilà, des fois, j'ai des couleurs qui me viennent en tête et je me dis, voilà, il faut que j'arrive à la faire. Alors, parfois, ça prend un peu plus de temps, parfois, j'arrive à avoir un résultat assez proche de ce que je veux rapidement, mais c'est tout un dosage à faire de différents pigments et voilà. Donc, il y a plein d'inspirations, il y a plein de façons de faire et c'est ça qui est chouette, justement, d'avoir la liberté de créer une nouvelle couleur quand on veut et en fonction de ce qu'on veut. Et voilà. Ça me fait penser en fait à un post que j'avais vu d'Aurélie Lapoule justement qui aborde un peu ce sujet des couleurs et ça m'y fait vachement penser. Elle cherchait en fait une couleur un peu jaune, clair, beige. Et justement, j'avais vu passer en story, je cherche un fil jaune mais pas trop non plus, esprit crème anglaise léger. Oui, exactement. Et Ça me fait vraiment penser à ça. En fait, je l'ai rencontré en septembre à un festival qui était du côté de Toulouse. Et en fait, du coup, là, elle m'a parlé de cette couleur-là. Et justement, je lui ai éteint les échevaux. Et là, elle a quasiment fini le projet, justement, avec cette couleur-là. Et elle m'avait décrit, justement, un crème un peu vanille, un peu pas trop jaune, mais pas trop clair et pas trop foncé non plus. Et du coup, c'était drôle justement de le mettre en place. Et a priori, elle est contente de sa couleur, donc moi aussi. Du coup. J'ai cru comprendre oui, qu'elle était contente, mais c'est vrai, ça me fait penser du coup à ça. Ouais. Parce que je trouve que ça exprime bien le fameux, comme tu disais, brique, mais rouge, mais orange, mais pas trop non plus. Oui, Donc... voilà. Dans mon esprit, c'est clair. Après, à exprimer, c'est pas forcément toujours très facile. Mais bon. Mais c'est comme, souvent quand on a des idées de couleurs comme ça, c'est pas toujours facile à exprimer parce qu'en plus on a des conceptions différentes. Si je dis saumon, je vais imaginer une couleur et toi Oui. tu vas avoir une autre couleur. Voilà, ça va pas forcément être le même saumon pour toutes les deux, mais oui, c'est sûr. Ok, et du coup, en termes d'organisation, comment tu fais pour organiser tes sessions de teinture? Parce que Nathalie nous avait dit qu'elle teignait en session, donc assez organisée quand même. Ouais. Toi, comment tu fais du coup? Alors, moi, l'organisation, c'était pas trop mon fort. Maintenant, j'ai pas eu trop le choix, donc je me suis organisée et maintenant, ça va beaucoup mieux. Et aussi, depuis que j'ai l'atelier, justement, parce qu'avant, je peignais dans ma cuisine de la maison, il y avait de la laine partout dans le salon et c'était très compliqué à gérer. Donc maintenant que j'ai un espace dédié pour ça, c'est quand même beaucoup plus facile de s'organiser. Mais en général, du coup, là, en ce moment, j'ai beaucoup de précommandes. J'ai la possibilité en fait d'avoir des précommandes sur la boutique. Donc du coup, je teins plutôt à la demande et en fonction des commandes que j'ai. Et donc, je me fais un petit planning de teinture et en général, du coup, ça tourne quand même tous les matins. Je lance un bain de teinture. Ah, quand même. L'avantage, c'est que, ouais, ça n'est pas tous les jours non plus, hein, mais là, ces derniers jours, parce que je vais partir quelques jours prendre l'air là. Donc, du coup, il fallait que ça parte avant que je parte. Donc, c'est pour ça que j'ai pas mal peint ces derniers jours, mais en tout cas, j'ai la chance d'avoir du coup un espace dédié pour ça et d'avoir quand même 9 marmites qui tournent en même temps. Donc, ça me permet d'avoir quand même une production qui peut être efficace et pas de devoir faire plusieurs bains dans la journée pour réussir à avoir la quantité que je dois atteindre. Et donc, en fait, en général, la veille, je prépare mes échevaux et je les mets à tremper toute la nuit justement pour que le matin, ils soient disponibles pour la teinture. Et ensuite, je mets la musique à fond, en général, et puis je teins mes couleurs. En général, je procède quand même par ordre de couleurs. Enfin, si, par exemple, j'ai 3 grilles à faire, je vais essayer de les rassembler pour pouvoir atteindre tous les gris en même temps, tous les bleus, ensuite passer au vert, au jaune et finir par les roses et rouges. Et donc, c'est comme ça. Et en fait, comme ça me permet d'avoir un roulement avec les marmites et puis de les nettoyer parce que c'est quand même... il faut quand même pas... On peut pas difficilement teindre un bleu et puis après teindre un
rose clair, parce que du coup, il faut Oui. quand même nettoyer la marmite. Donc, ça me permet justement d'avoir comme ça une continuité dans la marmite et pas la nettoyer tous les jours, mais du coup, sans que ça pose de problème, quoi. Hmm. Du coup, d'ailleurs, tu écoutes quoi du coup comme musique? Petite question Oula! discrète pendant que tu teins. De tout, ça peut être du classique parce que du coup, moi, c'est quand même mon premier métier, donc ça peut être du Chopin, ça peut être de l'opéra, ça peut être tellement de choses que, que c'est difficile de dire exactement. Là, en ce moment, j'ai beaucoup Woodkid dans les oreilles et puis Iseult aussi. Mhm. Voilà, donc ça, c'est les musiques du moment, mais ça peut changer, hein. Ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Et puis, des fois, j'ai des playlists qui reviennent. Et puis du coup, il y a des chansons un peu, pas secrètes, mais comment on dit, les chansons dont on a un peu honte, là, par exemple. Voilà. Genre Claude Donc, ça, François cette année-là. ah non, c'est pas tout à fait, tout à fait ça. Moi, j'ai surtout Ivo Perley, qui était un grand, enfin, une plaisanterie avec une amie. Et du coup, quand ça démarre en général, puis souvent, j'ai quand même les fenêtres ouvertes et l'atelier donne pas loin de la rue. Et donc là, en ce moment, ça va. Les voisins ont la fenêtre fermée parce qu'il fait pas très chaud. Mais du coup, quand ça démarre, par exemple, Ivo Perley très fort dans l'atelier, en général, je me dis, eh, mince, la fenêtre est ouverte. Il faudrait que je ferme la fenêtre et que je baisse le son un peu. Et voilà. Mais bon, Oupsie. oui, voilà, c'est ça. Mais bon, maintenant, ils ont l'habitude, ils me voient passer. Enfin, quand ils passent devant la fenêtre, ils me voient teindre avec le masque. Donc, ils doivent se dire, celle-là, je sais pas ce qu'elle fait, mais elle fait de drôles de trucs. Mais bon, voilà. Euh, ok. En termes de base, tu en as énormément aujourd'hui. Alors, je vais peut-être pas toutes les dire, mais on a du Mhm. Merino, on a de la single, de la superwash, de la non superwash, de la Suri, du BFL, Macham, etc. Oh, ouais, ça fait beaucoup, effectivement. J'ai pas tout dit. Non, non, il en reste quelques-unes, effectivement, oui. Mais c'est déjà bien. C'est bien. Justement, du coup, comment tu fais pour choisir tes bases? Est-ce que c'est toi une demande qui t'est faite ou est-ce que ça vient de toi? Tu dis, ah, mais j'aurais bien aimé mettre, par exemple, de la non-superwash ou j'aurais bien aimé mettre du BFL Macham, etc. Alors, au début, enfin, c'était vraiment une histoire de goût, moi, personnel, de me dire, par exemple, enfin, la base que j'avais vraiment au début développée, c'était la Merino C'est Soi Mhm. en fingering, par exemple. Et puis, en fait, après, je me suis rendu compte que la soie, c'était pas forcément pour tout le monde non plus et qu'il y avait des gens qui préféraient avoir une base 100% Merino, par exemple. Et donc, du coup, j'ai développé ça beaucoup. Après, c'est vrai que j'ai énormément de bases en Merino 100% parce que c'est ce qui se vend le plus. En tout cas, c'est la plus grosse demande que j'ai. Et puis petit à petit, oui, j'ai ajouté des bases. Enfin, j'avais là récemment, enfin il y a quelques mois déjà maintenant, mais j'ai ajouté la base de sport, par exemple, Mhm. que j'avais pas du tout. Et puis je l'ai trouvée intéressante. Et donc là, c'est venu de moi. Mais après, il y a effectivement des demandes de temps en temps de personnes qui veulent une base spécifique ou pas. Et voilà. Après, pour le fil BFL Macham, j'avais envie d'un fil un petit peu plus rustique, mais quelque chose de pas trop rêche, enfin, parce qu'on des fois on se dit que le fil rustique égale fil rêche, ce qui n'est pas vrai, hein, mais là pour le coup, cette base-là, elle est vraiment moelleuse et elle apporte ce côté un petit peu plus rustique du coup que j'ai pas avec les 100% Merino, mais qui est intéressant, je pense, pour d'autres projets, quoi. Mm. Oui, en plus, c'est vrai que c'est une base qu'on voit, mais pas encore beaucoup. Donc, Non. c'est vraiment chouette, je pense, de l'avoir mise. Ouais, et puis elle me plaît beaucoup. Puis c'est vraiment une autre façon de teindre aussi parce qu'elle réagit pas au pigment de la même manière. Et puis elle Mm. a l'avantage d'être chinée aussi. Donc pour le même coloris en 100% Merino ou en BFL machin, ça va pas avoir le même rendu. Et du coup, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de se dire que ah bah ça en fait c'est ce coloris-là, mais du coup il est pas pareil, mais c'est intéressant aussi. Donc Mhm. voilà. Est-ce que ça t'arrive, quand tu reçois des bases, d'avoir des surprises justement sur le rendu? Comment ça absorbe la couleur? Comment ça va absorber la teinture? Est-ce que ça t'arrive d'avoir des surprises où tu dis, ah oui, j'aurais peut-être pas imaginé le rouge qui rendrait rouge comme ça? Oui, justement, ouais, ça arrive. Enfin, ça arrive pas régulièrement parce que maintenant je commence
à quand même maîtriser ça. Et je sais que par exemple sur des bases 100% mérino, même si entre différentes épaisseurs, par exemple la fingering, la DK ou la sport, ça va pas forcément avoir la même profondeur, la même rondeur de couleur. Mais par exemple sur l'alpaga cachemire et soie, la couleur prend pas du tout de la même façon parce que l'alpaga, en tout cas avec mon expérience, parce qu'on a toutes des façons différentes de procéder, avec mon expérience, l'alpaga, il va toujours avoir tendance à être un peu moins profond et un peu plus clair. Et c'est pareil pour la surie, par exemple. Et le mohair aussi, j'ai beaucoup, beaucoup de surprises avec le mohair parce que même si ça reste la même base, le même dosage de mohair et de soie, en tout cas, j'ai pas forcément toujours le même rendu. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en jeu pour la teinture du mohair, par exemple. Mais du coup, c'est un peu... alors, c'est difficile pour les clientes de se dire que si elles ont un écheveau en moins et qu'il leur manque quelque chose pour finir leur projet, ça va pas forcément être exactement la même chose. Mais moi, je trouve ça sympa, du coup, de découvrir la couleur un peu différente à chaque bain. Et voilà, c'est un peu la magie de la teinture aussi, quoi. C'est le plaisir de découverte. C'est ça, c'est ça. D'ailleurs, comment ça se passe, tes sessions un peu découvertes? Est-ce que c'est organisé ou est-ce que tu te dis, c'est lorsque tu veux teindre pour toi et tu dis, ah tiens, je testerais bien cette technique que j'ai vue passer ou comment ça se Alors, passe, tes sessions test un peu? mes sessions de test. Alors, soit ça se passe où je me dis, bon, là, c'est une journée plutôt cool, donc je vais me faire allez, mes 9 marmites avec des nouvelles couleurs, ou la même couleur, enfin une nouvelle couleur, mais sur différentes bases pour voir un peu ce que ça peut donner. Et c'est assez rare. Enfin, ça me prend de temps en temps quand j'ai le temps de me dire, allez, je me fais une journée comme ça. Sinon, c'est en fait comme du coup, j'ai mes plannings de teinture qui sont prévus pour les semaines qui arrivent, etc. Quand j'ai un trou, par exemple, un jour où j'ai pas de quoi remplir les 9 marmites, je me dis, allez, je me fais une petite marmite surprise, j'essaye un truc et je vois ce que ça donne. Et voilà, donc ça dépend. Enfin, Et puis il y a des périodes où j'ai pas forcément envie de faire de nouvelles couleurs, où j'ai pas le temps, où j'ai pas l'inspiration. Voilà, ça arrive, hein. À Ça tout le monde. arrive. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas les périodes les plus rigolotes, mais ça arrive, voilà. Mais donc quand j'ai des envies ou des idées ou j'ai une couleur bien dans la tête, je me dis allez là, il faut que j'arrive à me trouver une demi-journée, à lancer mon bain, à faire mes tests et puis voilà. Soit ça marche, soit ça marche pas. Comme la dernière fois, j'ai essayé de faire un vert nouveau un peu jaune. Attention, je vais rentrer dans la description un peu conceptuelle de la couleur, mais un vert un peu jaune, mais kaki avec une profondeur quand même. Et puis j'ai sorti quelque chose qui ressemble déjà quasiment à ce que j'ai au coloris Popeye que j'ai. Oui. Et puis je me suis dit bon, c'est un peu dommage du coup, mais quand même il est un peu plus lumineux. Mais qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le garde? Est-ce que je le propose? Enfin, je sais pas. Donc il est en attente. Je pense qu'il finira en pull pour moi un jour. Mais voilà, je sais pas encore s'il va rejoindre la boutique avec un vrai nom de couleur ou si ça serait un oups ou voilà, on verra. Et justement, à propos des oups, en teinture, parfois, il y a des choses qui se passent pas comme prévu. De ce qu'on avait Ouais. compris avec la fée Ballot, en tout cas, parfois, ça se passait pas comme prévu. Oui. Donc, est-ce que toi, ça t'arrive aussi et j'aimerais que tu nous parles du coup de, l- de la session ou en tout cas de la laine que tu as le plus raté, entre guillemets, et Ouais. la couleur dont tu es la plus fière. D'accord. Alors, la laine que j'ai le plus ratée. Alors, c'est un peu, enfin, c'est pas forcément très objectif parce que la couleur que moi je trouve avoir ratée, il se trouve que certaines personnes l'ont adorée, donc c'est pas forcément. Enfin, mais pour raconter la petite histoire, en fait, j'avais du coup, c'était un jour où je m'étais dit, allez, je fais des marmites un peu. On verra ce que ça donne. Et donc, j'avais fait un peu de orange, un peu de rouge, un peu de bleu, un peu, j'avais tout mélangé. Et en fait, du coup, je l'avais sorti, fait sécher dans le jardin, c'était au beau jour. Et mon voisin, à l'époque, m'avait dit, mais c'est quoi qui sèche sur ton truc? Là, on dirait des poules mortes. Oh mon Et Dieu! parce que c'était un peu jaune, enfin, on savait pas trop quoi. C'est moi en le sortant de la marmite, je me suis dit mais c'est pas forcément ce que je préfère, c'est pas forcément une réussite. Mais bon, peut-être que ça plaira à certaines personnes. Et voilà. Et donc en fait, je l'avais ramené sur des salons etc. Et en fait, il y a effectivement des gens qui avaient adoré
adoré cette couleur-là. Et donc, en rigolant, on disait, bah voilà, c'est le coloris poule morte. Et c'était drôle sur le moment, beaucoup moins si effectivement ça avait été des vraies poules mortes. Mais voilà, ça avait un côté un peu étonnant. Mais j'en ai plus. Parce qu'en général, quand je fais des hoops, j'en fais quand même un paquet. Et là, celui-là, il a trouvé preneur. Donc voilà pour la petite histoire. Et sinon, pour la les réflexion coloris. affreuse. Je Oui, m'attendais pas à c'était ça. pas très agréable, mais bon, bref. Non, mais c'est vrai que de loin, on se dit qu'est-ce que c'est qui sèche sur les étendoirs dehors. Si on sait pas que c'est de la laine, c'est un peu surprenant, effectivement, de se dire, ah ben mince, il y a des trucs qui pendent là, mais on sait pas. Mais bon, voilà Bref. pour la petite anecdote, ouais. Oh là Mais là. J'imagine le voisin qui a dû se dire, oh mon Dieu, elle étend des poules, elle fait sécher oui, des c'est poules. ça. Ouais, non, c'était bizarre. Ça partait d'un truc un peu bizarre, mais bon, non, tout va bien, pas de poule maltraitée, Aucune tout poule va n'a bien. été blessée lors de cette teinture. Non, voilà, il faut qu'on soit clair et qu'on prévienne les gens parce que sinon ça va être. Il n'y a pas de problème, pas de poule maltraitée, tout va bien. Mais voilà. Et du coup, pour le coloris, tu m'avais demandé le coloris que je préfère ou dont j'étais la plus fière, c'est ça? Oui, Est-ce que du coup, c'est dans les coloris un peu loupés ou comme est-ce que tu veux. c'était C'est en vraiment comme général? tu ressens en général. Ben, écoute, j'ai tendance à dire que je tombe amoureuse de mes couleurs. Enfin, pas de toutes, hein. Il y en a vers lesquelles je suis plus attirée que d'autres. Mais à chaque fois qu'il fait un nouveau vert, par exemple, en général, je tombe amoureuse d'un nouveau vert. Donc voilà. J'ai l'amour facile pour les laines. Mais après, il y a des coloris que j'aime particulièrement, oui, comme Popeye, par exemple, ou comme Ernest après ça dépend aussi, enfin c'est des coloris, je me souviens en général du moment où je les ai créés, et puis ils ont quand même, ou alors au moment du moment où j'ai tricoté le projet dans cette couleur là, et du coup ils me rappellent des souvenirs ou des moments de ma vie. Enfin c'est un peu intime à dire, mais voilà, il y a un lien avec ces couleurs là particulier en tout cas. Enfin, il y a d'autres couleurs que j'ai pas encore tricotées ou que j'aime beaucoup créer, mais avec qui j'ai moins. Enfin, j'en parle comme si c'était des personnes. Hein, on va se dire que je suis un peu, un peu étonnante, Non, c'est des petits mais bébés. C'est comme des oui, petits bébés. c'est ça, en fait, oui. Mais donc voilà, il y a certaines couleurs, oui, avec lesquelles j'ai en tout cas une affinité particulière. Est-ce que le bleu en fait partie ou pas? Alors le bleu, oui, mais pas n'importe quel bleu. Surtout les bleus verts, enfin, par exemple comme Ernest, un peu bleu canard, ce genre de choses-là. Alors j'aime beaucoup les teindre. D'ailleurs, si on regarde le catalogue des couleurs, on voit que j'ai effectivement eu un peu de choix dans cette gamme-là. Et, euh, mais je les porte moins facilement que les verts, par exemple. Ouais. D'accord. Parce qu'en Et fait, je c'est dis ça pareil. parce que souvent, quand on voit les photos de ta boutique, il y a un petit peu il y a un petit peu de rouge et un petit peu Oui. d'orange avec le vert en même temps. Et le bleu, ça prend un rack entier. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Bah oui, j'ai une petite. Oui, oui. J'aime bien les bleus, mais j'aime beaucoup teindre les roses aussi. Mais c'est vrai que j'en porte pas du tout. Là, j'essaye de me dire que je vais me faire un projet en Jeannette. Et c'est pas forcément évident pour moi cette étape, mais je me dis qu'un jour, ça sera. Donc c'est un vieux rose, mais oui, c'est vrai que les bleus verts et tout ça, c'est quand même ce que j'ai le plus de facilité à atteindre. Quoi. Je pense que je pourrais en créer encore au moins 50 nuances, mais il faut arrêter au bout d'un moment. Mais voilà, mais il faudrait que je développe effectivement les rouges et les oranges parce que c'est pas. Ah, je te rassure, c'était pas du tout un reproche de Non, mais C'est juste une. non, mais on me l'a déjà dit. Je pense à Mathieu d'ailleurs qui est avec moi régulièrement sur les salons, qui me demande depuis un sacré bout de temps un rouge avec des speckles noirs, un peu comme des coquelicots. Et un jour, je lui ferai. Un jour. Mais voilà, Encore c'est un pas peu de évident. patience, Hein. Mathieu. Oui, voilà, Mathieu, attends, j'arrive, tout va bien se passer, je vais te faire ta couleur. Ça va être comme Aurélie, ça va être comme Aurélie et la poule. Non, ça va, c'est moins dur que Aurélie et la poule, je dirais. Eh Si les rouges avec ben, des speckles noirs. oui, mais les rouges, c'est difficile pour moi à atteindre. J'ai des idées de ce que je veux et à réaliser, c'est beaucoup plus difficile. Enfin, je Ah, retombe toujours sur des bordeaux, des rouges rosés et j'ai du mal à faire des vrais rouges.
D'accord, c'est Mais comme ça ou c'est juste toi précisément qui non, a non, du je mal pense avec que un rouge bien pétant? je pense que c'est effectivement peut-être une affinité que j'ai moins avec le rouge. Hmm, C'est bizarre, hein, mais c'est mais comme c'est comme ça. ça. Autant quand je vois un bleu, par exemple, si je vois une couleur, je sais pas, peu importe où, mais je me dis, tiens, je ferais bien cette couleur-là, je vais avoir beaucoup plus de facilité à me dire, bah là, il faut un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, et comme ça, j'arriverai à ça. Alors que si je vois un rouge, je me dis, bah, faut du rouge, quoi. Mais c'est beaucoup plus difficile pour moi de me projeter dans la création de la couleur quand c'est ouais, un rouge ou les oranges, ça va mieux, les bruns, ça va, mais les rouges, oui, c'est difficile. Hmm. Mais voilà, chacune a ses affinités avec les couleurs, quoi. Mais il y en a qui font des super rouges, donc ça va. Je pense que les tricoteuses et les tricoteurs ne sont pas en manque de rouge de toute façon. Oui, oui, j'en doute pas. Ok. Alors justement, on va parler un petit peu. Ah bah tiens, faut poser une question indiscrète. Je pense que c'est le moment. Dis-moi. Alors j'en ai deux pour toi. La Ouais. première, c'est déjà combien de pelotes toi tu possèdes dans ton stash? Oula. J'ai pas dit dans le stock, hein, j'ai dit dans le stash. Oui, 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 oui. Mais alors, il aurait fallu que je les recompte avant. Là, je saurais. C'est bon, tu peux faire à peu près. Ouais, oui, oui, je pense que je vais te faire une estimation. Je dirais que je dois en avoir. Alors, si on compte toutes les pelotes depuis mes redébuts de tricoteuse, je pense que j'en ai quelques-unes. Ouais, et j'ai encore des pelotes dans des cartons rangés, un peu cachés, qu'il faudrait un jour que je déballe et je me dis bon bah qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les propose à quelqu'un qui voudra les tricoter ou pas, je sais pas. Mais sinon, des beaux écheveaux de laine teinte à la main, je dois en avoir 30, une trentaine, ouais, quelque chose Ah, comme ça. quand même. Et ouais, c'est pas raisonnable du tout parce qu'en fait, j'ose pas les tricoter du tout. Parce que je me dis, je suis incapable enfin, je sais pas les refaire. Donc, on revient dans le problème du début de pourquoi la teinture, parce que j'ai peur de les gâcher et de pas les mettre suffisamment en valeur. Enfin, ça me semble plus facile de me dire, allez, je vais tricoter ma laine parce que je sais que si, de toute façon, c'est pas, c'est un peu stupide de penser comme ça, mais si c'est pas une réussite, c'est pas grave parce que je sais que je peux en refaire et c'est pas perdu, quoi. Enfin, c'est bizarre, mais, mais voilà. Donc, j'ai des précieux de collègues qui sont très, 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 très beaux, très dans une boîte, bien rangés. Je les regarde de temps en temps et je me dis, non, non, pas maintenant. Un jour, je vous tricoterai et je trouverai le projet parfait pour vous et ça viendra, mais pas tout de suite. Donc voilà. Pas encore, ça viendra. Non. Non, ça viendra. Oui, 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 Et ça viendra. justement, la question que j'allais te poser, un peu indiscrète, bis, c'est est-ce Ouais. que ça t'arrive de piocher dans les marmites justement que tu viens de terminer pour un projet parce que tu as un gros coup de cœur sur un coloris que tu viens de faire? Oui, c'est arrivé. C'est arrivé, ouais, ouais, j'avais fait un coloris un peu violet. Et en fait, j'en avais fait un lot. Enfin, pour le coup, c'était un raté parce que je devais faire un coloris qui s'appelle les hortensias. Et je sais pas, j'ai pas bien dosé quelque chose. Enfin, il s'est passé un truc ce jour-là et du coup, ça n'a pas donné du tout ce que je voulais. Mais c'était très chouette comme rendu et pourtant c'est un violet, donc c'est pas ce que j'aurais facilité à porter le plus. Mais du coup, j'en avais, je sais plus, 5 chevaux, je crois. Je les avais emmenés sur un salon. Je m'étais dit, bah, je vais les vendre parce que c'est pas ma couleur, donc je ne ferai pas. Et en fait, j'en ai mis de côté. Je me suis dit, non, je peux pas les vendre. Il faut que je me fasse un pull là-dedans. Donc, je me suis fait un boxy avec et voilà. Mais donc, oui, ça arrive. Et puis, il y a parfois des bains qui me. Enfin, même si on est sur la même couleur, entre les bains, comme on discutait tout à l'heure, c'est pas forcément toujours exactement la même chose. Et il y a parfois des bains, ça arrive régulièrement sur la base single, qui sortent avec une profondeur qui est pas habituelle. Et je suis effectivement tentée d'en garder, mais je me dis non, non, c'est pas raisonnable. Tu veux pas tricoter tout ce que tu gardes, donc non, non, ne garde pas. Ils vont être adoptés, ils vont être tricotés par d'autres personnes et c'est super.
Ils vont être adoptés. J'aime bien l'idée de l'adoption des chevaux. Je trouve ça assez cool. Ouais, oui, oui, c'est ça. Bah, c'est mine de rien, c'est des petites choses dont on prend soin, qu'on teint. Enfin, c'est pas juste c'est pas juste de la laine, quoi. On met un petit bout de soie, je pense, dans chaque écheveau quand on teint, et c'est ça qui est magique, justement. C'est pas juste reproduire à la chaîne des coloris comme ça. Chaque bain a une histoire, chaque écheveau est différent, et voilà. Et à propos des noms, du coup, parce que tu as du Oui, coup beaucoup de coloris, beaucoup de noms, oui, d'où ils te oui. viennent? D'où te vient l'inspiration de tous ces noms? Oh là là, eh ben, ça dépend. Il y a des noms qui sont trouvés, enfin, en fait, c'est arrivé plusieurs fois que des noms viennent quand on était en soirée avec des amis ou voilà, d'avoir justement des échanges et je leur montre les chevaux et je leur dis bon bah comment je l'appelle celui-là et alors il y en a qui me disent bah bleu, il est bleu, mais et puis il y en a d'autres qui trouvent des idées plus originales et du coup il y a certains noms qui viennent comme ça, il y en a d'autres qui sont évidentes. Enfin, là, j'ai pas d'exemple tout de suite. Mais si, enfin, par exemple, si Ernest, je savais que je voulais l'appeler Ernest. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, celui-là, c'était en le teignant, je me suis dit, lui, c'est Ernest. Et après, il y en a d'autres qui restent pendant, j'ai un peu honte de le dire, hein, mais qui restent pendant un sacré bout de temps parce qu'ils sont pas baptisés. Et donc, ils restent dans une boîte avec toutes les étiquettes et tout qui sont prêts, mais du coup, j'arrive pas à trouver le nom. Et puis, d'un coup, ça vient comme ça. Et c'était le cas, par exemple, pour le coloris Sakura, qui est un beige avec des speckles un peu roses, dorés, bleus. Et il est resté un moment à attendre son nom. Et puis je me suis dit, mais en fait, c'est le printemps japonais, allez, c'est Sakura, quoi. Et voilà. Et en plus, ça a un lien aussi avec ma vie de guitariste, parce que du coup, quand j'étais plus jeune, j'avais joué une pièce qui s'appelait Sakura, et c'était le petit clin d'œil, du coup, à cette période-là aussi, quoi. Donc voilà. Mais des fois, je sèche complètement pour les noms et heureusement qu'il y a toute une communauté sur Instagram qui m'aide quand même. Ça arrive que je demande un peu d'aide et un peu d'inspiration pour les noms. Donc merci à tous ceux qui me donnent des idées et qui me soufflent des noms comme ça. Ok. On va parler à présent, comment tu gères, aujourd'hui ça doit être plus facile, mais comment tu gérais justement l'organisation quand tu étais à la maison, parce que il y a ton moment tricot, ton moment teinture, le fait d'être à la maison, du coup il y a la vie privée, les échevaux qui se mélangent dans la vie privée. Et Euh, ouais, c'était justement très compliqué à gérer parce que en fait, enfin, le jour, la nuit, j'étais tout le temps dans la laine et tout le temps à penser à ça au début. Donc, ça a pris beaucoup, beaucoup de place dans ma vie tout court, enfin, dans tous les aspects de ma vie. Surtout qu'au début, j'étais encore en études. Je donnais des cours du coup de musique, ce que je fais toujours, mais un peu moins maintenant. Donc, c'était un peu la course contre la montre tous les jours et c'était assez intense. Maintenant, j'arrive à poser les choses un peu plus et à prendre le temps de me dire, voilà, quand l'atelier est fermé, c'est terminé, j'essaie de couper, de plus travailler le dimanche, par exemple, de me réserver du temps sur le tricot. Parce que mine de rien, on a besoin, je pense, toutes et tous, tricoteurs que nous sommes, de notre moment de tricot un peu tous les jours. Sinon ça va pas. Mais voilà, donc c'est un peu plus organisé maintenant. Mais ça reste quand même beaucoup, beaucoup de temps et de travail. C'est pas une activité qui se fait vite fait, quoi. Quand on lance un bain, il faut quand même être là. Il y a plusieurs étapes. Il faut que ça refroidisse. Il faut ensuite faire sécher les échevaux, les rincer. Il faut les étiqueter. Il faut les rebobiner. Il faut tout ça. Donc Ben, c'est une c'est quand activité même. à temps plein, tu sais. Oui, c'est ça. Oui, 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 c'est ça. C'est pas juste, oh tiens, je vais faire une petite laine. Oh, je vais la tremper. Ça y est, en 2 minutes, c'est fait. Non, non, c'est quand même assez chronophage, mais voilà, si on le fait, c'est qu'on aime ça et on y prend du plaisir et c'est tout ce qui compte, quoi. Mais oui. Ok. Eh bien, écoute, je pense qu'on va aller tout doucement vers la fin, Cécile. Ouais. Avant de terminer, est-ce que tu aurais des astuces à donner aux triconautes qui nous écoutent?
Des astuces. Euh, Quel genre d'astuces? Que tu veux. Je réfléchis. Ça me prend un peu de cours, là. Une astuce. Quel J'adore genre cette d'astuce? question parce que tout le monde dit « Oh là là, ça me prend de cours !» Ouais, j'étais pas prête à ça. Mon astuce. Peut-être, mais alors je vais être un peu embêtée parce que je me souviens plus du nom de la méthode exactement. Pour rabattre les mailles, par exemple, en côte à la fin d'un projet, d'un pull ou d'un gilet, j'utilise une méthode. Alors, mais ouais, je suis un peu embêtée parce que je me souviens plus du nom. Mais au lieu de faire le rabattage tubulaire à l'aiguille, là, que j'ai fait une fois et je me suis dit, oh là là, mais ça prend un temps fou, c'est fou. Et ben, il y a une autre méthode où, en fait, tu tricotes les mailles. Donc, par exemple, sur des côtes 1-1, tu vas tricoter la maille qui est à l'envers à l'endroit. Et puis, tu vas enlever ton aiguille, tu vas repasser le fil et tu vas renfiler. Enfin, je sais pas si tu vois. Non, Si je vois pas trop, mais tu vois pas trop. Et ben, en fait, ça fait je sais un qu'il y a un rabat autre rabattage élastique. tubulaire, en effet, qui se fait aux Ouais. aiguilles à tricoter. Il y en a un qui se fait à l'aiguille à laine. Je pense que c'est lui dont tu parles. Ah oui, mais celui-là, c'est l'enfer pour moi. C'était beaucoup trop long. C'était beaucoup trop long. Mais du coup, bah, écoute, si jamais j'arrive à retrouver le nom de cette méthode, je te transmettrai. Et du coup, ça permet de faire ça rapidement, sans avoir une aiguille en plus, et d'avoir quand même un rabat élastique, quoi, avec les côtes bien propres et pas juste une bande de temps en temps. Quand on rabat les côtes comme si c'était du jersey en droit, on a un espèce de petit boudin tout le long du rabat. Alors après, c'est pas laid et ça peut convenir pour certains projets, mais c'est vrai que moi j'aime bien du coup ce côté un peu élastique de cette méthode inconnue, enfin au nom inconnu là tout de suite maintenant, mais je vais chercher et puis je te redirai Parce ça. que là, j'essaie de réfléchir. Il y a le rabattage tubulaire à l'italienne, mais lui, c'est une autre façon de dire le rabattage tubulaire à l'aiguille à laine. Ouais, mais c'est pas ça. Je vais essayer de regarder, mais je suis pas sûre de trouver là dans l'immédiat, mais je vais chercher. Ok, Je vais chercher et je te dirai ça. ça marche. Et enfin, du coup, est-ce que tu aurais des livres, podcasts ou blogs à recommander que tu lis sur la teinture, le tricot, ce que tu veux? Alors, les podcasts, c'est vrai que j'en regarde pas beaucoup et j'ai pas forcément. Enfin, j'ai plus de facilité à travailler en musique que de travailler avec un podcast. Je pense au livre, le dernier livre justement qui est sorti il y a quelques temps de Tête en l'air et puis Émilie et Elodie justement sur les chaussettes, tricoter les chaussettes aux éditions Erol. Donc, j'ai participé justement à ce projet-là en leur fournissant de la laine pour qu'elles puissent tricoter leur semainier. Donc ça, je l'ai reçu, je l'ai feuilleté, il est vraiment, vraiment très chouette. Et moi, j'aime bien tricoter les chaussettes, mais en général, j'ai plus de difficultés à aller au bout de la deuxième chaussette. Et du coup, c'est vrai que je m'amuse plus sur des pulls. Mais ce livre-là, justement, en l'ayant feuilleté, je me suis dit, tiens, je me ferais quand même bien un petit semainier de chaussettes. Et donc, voilà. Donc, il est dans ma pile. Et puis son tour viendra aussi. Voilà. Ok. Et c'est tout, du coup, ça te convient? Oui, là, oui. Ok, Oui, oui. d'accord. Ok, eh bien, merci Cécile. J'ai passé un Ben, super je bon t'en moment prie. avec toi. Merci à toi, du coup, aussi. C'était chouette. Tant mieux, je suis contente que ça t'ait plu. Eh bien, merci encore. Et du Ben, coup, merci à toi. à très bientôt. Ça marche, ouais. Et bon courage. Merci. Salut. Salut. Voilà, le café tricot est terminé. Si tu souhaites en apprendre davantage sur le tricot, découvrir des astuces et des techniques de tricot, je t'invite à prendre 2 secondes pour t'abonner à mes mails privés. Tu recevras un mail le dimanche et le mercredi avec mes nouveaux contenus, mes vidéos et mes articles pour ne rien rater et surtout continuer à progresser. Tu peux t'abonner en cliquant dans le lien en commentaire ou sur mon site www.lestriconautes.com/mail privé avec un S à mail et à privé. Merci de m'avoir écouté et à bientôt dans un prochain Café Tricot.